merci à vous dans la salle et merci à ceux qui sont sur Facebook. Et, et enfin, n'oubliez pas que toutes les rencontres qu'on fait sont filmées. Et donc sur la chaîne YouTube de la Graffe, vous pouvez revoir les rencontres qu'on a déjà faites sur les producteurs, les techniques de l'animation, etc., etc. Et merci à la SACD pour nous passer toujours cette magnifique salle de projection et le bar. Alors ce soir, les rencontres de la Graffe, nous commençons une nouvelle formule que l'on va essayer de refaire au moins une fois par an, c'est la carte blanche. Alors n'y voyez aucun propos raciste sur la suprématie de la couleur blanche. On aurait pu appeler ça carte noire, mais c'est déjà pris par une marque de café, donc ça restera carte blanche. Donner une carte blanche à un auteur, c'est lui donner le choix de montrer et de dire ce qu'il a envie, de se dévoiler, de se raconter. C'est l'occasion de lui donner les pleins pouvoirs pendant une soirée. Les pleins pouvoirs, il est libre, pas de producteur, pas de diffuseur, il peut dire ce qu'il veut. Je suis heureux de commencer cette première carte blanche avec comme invité Pierre Coffin, qui va nous parler de ce qui fait de lui un auteur. Nous allons un peu découvrir comment est née sa matière créative et onirique, cette matière intouchable qui nous construit chacun, nous les auteurs, les livres, les films, les peintures, les séries, les rencontres, les frustrations, les amours, les conflits, les emmerdes, la vie, quoi. Alors, je remercie Pierre Coffin d'avoir répondu présent et on peut l'applaudir. Pour ceux qui le connaissent pas encore, je vais faire une petite bio rapide. Donc Pierre, tu as fait des études de cinéma à la Sorbonne. Après, paf, te voilà au Gobelin dans les débuts des années 90. Tu pars ensuite en Angleterre. Ah ouais, j'ai vu que tu avais fait ton service militaire aussi. Bravo, c'est très bien. Ensuite, donc tu pars en Angleterre chez Emblemation, donc c'était le premier studio créé par Steven Spielberg pour faire des effets spéciaux. Je crois que c'était un peu de l'animation. C'était du long métrage en fait. Ils ont fait la suite de Fievel au Far West. Ils ont fait We're Back. Alors en français, ça donnait Les 4 dinosaures et le cirque magique. Et ils ont fait Balto après, et après ils ont commencé un film qui s'appelait Spirit avec des chevaux qu'ils ont fini chez DreamWorks, je crois. Moi, je suis parti quand ils ont décidé quand ils ont créé DreamWorks et quand ils sont repartis aux États-Unis. Donc tu retournes en France. Tu travailles comme indépendant pour le Centre national de documentation pédagogique en tant que graphiste sur ordinateur. Ouais. Et ça, c'était les petites émissions qu'il y avait sur France 3 à l'époque, des trucs éducatif en fait, avec des petites animations. Au départ, c'était avec des marionnettes, et puis ils ont décidé de monter un petit truc, une petite cellule comme ça d'animation par ordinateur. Et puis voilà, j'étais parti. Donc c'est là où tu as commencé à bidouiller un peu sur les ordinateurs. Ah non, j'avais déjà bidouillé avant. J'étais un geek depuis ma plus tendre enfance. Donc, depuis sa plus tendre enfance, il bidouille les ordinateurs. Et les ordinateurs le bidouillent puisque tu intègres le studio Ex Machina en qualité d'animateur, puis directeur d'animation. Donc, tu commences vraiment à faire de la 3D. Et tu te fais remarquer donc à ce moment-là sur les courts-métrages Pings, avec donc des histoires de pingouins martyrisés à chaque histoire. Après, avec la société MacGuff, tu commences à réaliser des films publicitaires. Tu as notamment dessiné avec Isabelle Pat. Elisabeth, pardon. L'écureuil de la case d'épargne et Dédé le cochon de la Française des Jeux, je sais pas si vous vous souvenez. Et c'est également toi qui as fait toute la saga des personnages fruits d'Oasis de 2004 à 2009, là, les petits bonhommes de toutes les couleurs qui buvaient enfin, il faut pas dire la marque, excusez-moi. En 2003, tu réalises une série pour TF1, Patestan, toujours produit par MacGuff, et dont un de tes épisodes, co-réalisé avec Marco Allard, reçoit le prix spécial du jury pour une série télévisée au Festival international d'Annecy. J'ai bientôt fini. En 2010, tu t'es repéré par Illumination Entertainment, donc une filiale des studios Universal, et bim, paf, tout. Tu co-réalises avec Chris Renaud le long métrage de Moi Moche et Méchant, qui te vaut de nombreuses nominations et un carton planétaire. En 2013 sort Moi Moche et Méchant 2, co-réalisé toujours avec Chris Renaud, qui obtient une nomination aux Oscars. Et en 2015, Les Mignons. En 2017, Moi
et Moche et Méchant 3. Donc voilà, je vais laisser la parole à Pierre et comme d'habitude, on terminera par une petite série de questions avant d'aller vous boire un coup. Donc je te passe le micro, à toi de jouer. D'accord. Bah, en fait, il a tout dit quasiment quoi, et tout ce que je voulais montrer, bah voilà quoi. Donc maintenant, je vais illustrer ses propos. Alors, quand Jean-Luc m'a proposé de faire la carte blanche, en fait, je me suis dit génial, je vais pouvoir montrer ce que je veux. Puis après, je me suis dit que c'était pas si évident que ça, quoi, parce que d'habitude, quand je fais des conférences comme ça, je montre principalement ma manière de travailler, et tout ça. Je parle que de moi parce que je ne parle bien que de ce que je connais bien. Donc j'ai vachement du mal à, par exemple, mon camarade là avec qui j'ai fait Moi Moche et Méchant, mais surtout Mignon et le dernier Moi Moche et Méchant, un monsieur qui s'appelle Kyle Balda, était directeur d'animation chez Pixar avant, et quand je l'ai vu faire des conférences, je me suis dit, ah la vache, il est super bon parce qu'il est capable d'analyser intellectuellement. Il a cette intelligence en fait de théoriser, de pouvoir théoriser en fait qu'est-ce qui marche et mais c'est un Américain. Oui. Ouais, mais ils sont pros là-dessus. Ouais, vraiment. J'aimerais bien être pro une fois dans ma vie. Donc et donc j'ai essayé d'en prendre de la graine, mais bon, j'y arrive pas forcément, quoi. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est un petit historique des choses que j'aime beaucoup, des choses que vous avez probablement déjà vues, et enfin, de manière très simple, en fait, pourquoi je fais ce métier. Alors ça me fait à chaque fois que tu disais que j'étais un auteur et que j'étais je suis un peu sur la brèche par rapport à ça parce que de tout ce que j'ai fait en fait c'est purement commercial. J'ai commencé par faire de la pub, après j'ai fait de la série télé qui est un peu quand même sacrément commercial, et après j'ai fait du long métrage mais façon américain, donc plutôt blockbusters et tout ça quoi, mais à chaque fois en fait je me suis retrouvé dans une situation où le script était déjà fait, on va dire, et puis je me pointais derrière en me disant mais non, ça pourrait pas être mieux ça, machin. Et les rares fois en fait où je me suis mis à écrire moi-même mes propres trucs, en fait ça a jamais abouti. Donc voilà. T'es un auteur commercial. Ouais, on peut dire ça si tu veux. Voilà. Et donc t'es pas le seul, hein. Et beaucoup de gens ici bossent sur des séries, des choses comme ça, et ça n'empêche pas d'apporter un peu ta pierre à l'édifice et de faire de la création à l'intérieur de quelque chose qui est déjà entre guillemets établi. Ouais, mais c'est toujours un petit peu frustrant, quoi, parce que tu te dis, c'est vachement bien de pas commencer avec une page blanche, quoi, parce que c'est là où les choses, en général, vous sautent à la figure, notamment en agence, justement, où quand vous lisez le script agence et puis qu'ils vous disent, attendez, l'écureuil, il doit faire quoi? Il doit faire ça, mais c'est ridicule. Le cochon, attendez, c'est pas, ça a pas de sens, non, il vaudrait mieux faire ça comme ci, comme ça, etc. Donc, après, c'est moins du talent que de la rhétorique et de la diplomatie et de la politique en fait pour essayer de vendre vos idées. Mais après, maintenant que maintenant que j'ai 50 ans, en fait, je me dis, de par le passé, en fait, j'ai eu vachement tort des fois. Donc j'ai bien fait finalement de pas me battre autant ou de pas. Ce qui fait que plutôt que là où j'en suis aujourd'hui, en fait, malgré le succès des choses sur lesquelles je travaille, j'ai du mal à les considérer comme des choses à moi, quoi, parce que on a été 300 voire des fois 500 à travailler sur du long notamment, et j'ai du mal j'ai une très mauvaise mémoire en plus, donc j'ai du mal à savoir d'où vient cette idée. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est le producteur qui nous a imposé. Donc au final, quand je me retrouve dans les journalistes, je suis un peu comme aujourd'hui là, j'arrête pas de dire mais n'importe quoi. Je suis désolé. Ça tombe sur vous, parce que j'ai cette mémoire très sélective en fait, et puis j'ai cette espèce de conscience en fait qui me dit non, il vaut mieux pas que je dise ça parce que ça se trouve c'est pas ça du tout qui est arrivé, quoi. Donc c'est pour ça que tout ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, ça se trouve j'ai tout ça n'existe pas. Donc voilà, donc on pourrait revoir l'image là s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous parler de moi un petit peu quand même au début, quoi, juste pour commencer, quoi. C'est marrant parce que quand on est allé, on a quand même préparé un petit peu, hein, on est allé déjeuner dans un petit resto japonais dont on vous donnera l'adresse parce que c'est vachement bon dans son coin. Et on s'est dit que tout ce qui était formateur à un niveau purement création, alors ça concerne peut-être que nous deux. Tout se passe en fait quand on est petit. Petit, ça va de 0 à, en ce qui me concerne, 25-30 ans, quoi. Et
tout ce qui arrive à ces périodes-là, enfin, m'en aperçu avec le recul, en fait, c'est tout ce qui vous marque et c'est toutes vos références et c'est tout ce que vous allez ressortir après sous une forme ou une autre durant toute votre vie, quoi. Et mais par contre, avant d'arriver à ce stade de pouvoir étaler votre science ou vos références, vient un stade de panique. Alors moi j'avais un père en fait qui était ancien militaire, ancien diplomate et avec qui on a beaucoup voyagé en fait à cause de son métier, etc. Et une de ses craintes à lui qui m'a retransmis à moi et que je retransmets à mes enfants maintenant inconsciemment, c'est de dire mais passe ton bac d'abord et puis après tu verras, tu feras tes dessins et tes Mickey après, quoi. Et donc pendant toute ma scolarité je paniquais à mort, je m'apercevais que j'étais nul en tout, sauf en anglais, parce que avec mon père en fait il avait été envoyé à 3 ans aux États-Unis, donc j'ai appris l'anglais, donc c'était ma seule force en fait finalement, quoi. Et quelque part ça m'a servi par bosser avec les Américains. Bah ouais, un petit peu, quoi. Et donc j'ai passé toute ma jeunesse à avoir peur, à me demander mais qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Donc j'ai piqué une image d'un studio parisien qui s'appelle les Supermonks, vachement bien, des potes à moi qui ont fait ou qui sont en train de faire une petite série sur les métiers. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je veux dans la vie. Alors ma sœur elle me disait c'est simple, tu fais un diagramme à patate en fait et puis tu dis qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire et puis voilà, quoi. Et puis en fait il y avait pas grand-chose dans il y avait beaucoup de choses rayées. À partir du moment où je pouvais avoir un toit sur la tête et quelque chose à manger, donc c'est voilà. Bref. Et donc ce que je m'étais dit, je me dis bon d'accord, à force de rien faire en cours, je dois faire la même conférence à l'école de mon fils, mais je vais pas dire la même chose. Et donc je me disais mais qu'est-ce que je peux faire, quoi. Donc effectivement là, les années que j'ai passées à l'armée en fait elles m'ont servi à préparer les gobelins. Donc l'année et demie en fait, parce que je me suis mal démerdé, parce que non c'est parce que je comptais me faire réformer comme tout le monde, quoi. Et donc je suis parti en décembre et ça me faisait revenir en décembre. En décembre évidemment il y avait plus d'école, enfin c'était plus, je loupais le coche, quoi. Et donc je me suis un peu débrouillé comme un manche. Bref. Et donc j'ai fait mon armée et puis par contre pendant l'armée en fait j'ai appris qu'il y avait les gobelins qui existaient et qu'on pouvait faire du dessin animé, qu'on pouvait peut-être en vivre et que justement il y avait ce studio à Londres qui s'était installé, mais bon je sautais un petit peu en avant. Donc bref, je paniquais à mort et je m'étais dit ça se trouve vu que j'arrête pas de dessiner, peut-être qu'un jour je deviendrai un peu meilleur, parce que j'étais entouré de gens quand même qui étaient vachement meilleurs que moi, mais c'est vachement bien d'être entouré de gens qui sont meilleurs que vous, parce que quelque part ça vous motive en fait à essayer d'être moins nul. Donc ce que je m'étais dit, c'est que en tout cas, enfin j'adore aller au cinéma, donc je voulais absolument travailler dans le milieu du cinéma, donc je m'étais renseigné. Donc à l'époque c'était l'IDEC, mais à l'IDEC en fait c'était ce que c'est devenu la FEMIS après. Il fallait quand même avoir fait des études assez poussées, quoi, pour pouvoir tenter le concours et le réussir surtout. Et je m'étais dit bon déjà si j'arrive à avoir un métier dans le cinéma ce serait cool, mais bon c'est pas gagné. Qu'est-ce que je veux d'autre? C'est évidemment un peu de sous pour vivre en fait de ce métier, et éventuellement aussi après me faire des copines quand même, parce que c'est sympa. Et puis après en y réfléchissant bien, et c'est marrant parce que mes années fac en fait elles sont j'étais avec un groupe de théâtreux qui ne pensaient qu'à ça, qui était, enfin, ils ont tous réussi d'ailleurs, et ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ce métier? Et ils se sont dit parce qu'on a envie d'être aimé. Donc c'est pour ça qu'ils montent sur scène, ou c'est pour ça qu'ils se mettent devant une caméra. Et je pense que tous les métiers créatifs, quels qu'ils soient, en tout cas je m'en suis aperçu, et vous allez voir après, que c'était pas nécessairement avec les 4 en même temps, mais c'est simplement pour avoir un petit peu d'amour dans tout ça, quoi. Ça c'est pour contrebalancer. J'étais petit, toujours pareil. Mon père nous interdisait de regarder la télé, mais par contre on avait accès à toute sa bibliothèque, et dans sa bibliothèque il y avait des vieux trucs, enfin il y avait des choses super intéressantes, et donc j'ai fait toute ma culture littéraire en fait pendant ces années de mon enfance en fait, où je puisais dans sa bibliothèque. Et outre des livres normaux en fait, j'ai découvert en fait des gens comme Sampé, où évidemment tiens c'est un peu flou, mais bon voilà, quoi, c'est un monsieur qui vient avec des fleurs et puis en fait il vient offrir ça à sa fleuriste. Bon ça parle de lui-même.
toutes ces images-là, en fait, m'ont fasciné à plus d'un titre parce que ça m'a marqué toute ma vie. C'est qu'avec un dessin, il y a une idée forte. Il y a une clarté dans tout ça et qui est géniale. Et dans le cas de Sampé, ce qui moi me rassurait quand j'étais petit, c'est que j'avais l'impression que c'était pas si compliqué que ça à dessiner. Sauf qu'après, évidemment, quand on lit quand on voit des interviews de Sampé, en fait, il vous dit qu'il passe genre des mois sur un dessin à dessiner un chat et puis qu'il a une poubelle remplie pendant un mois de chats qu'il essaye de dessiner puis qu'il n'y arrive pas ou qu'il pense qu'il n'y arrive pas. Et en tout cas, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut raconter une histoire juste en une case. Et ça m'a marqué d'une force. C'est comme tous les bouquins de Roald Dahl illustrés par Quentin Blake. C'est encore une fois, vous pouvez mettre de côté le texte, qui est génial aussi, mais juste regarder le dessin et puis passer des heures sur ce dessin et voir à quel niveau, à quel point c'est expressif et à quel point on peut le regarder et découvrir des choses à chaque fois. Donc des fois, évidemment, il y a juste des petites lignes de dialogue qui aident à tout ça et bon, bref, tout ça, ça m'a profondément marqué. Une autre personne qui m'a marqué, c'est mes années où j'étais aux États-Unis. En fait, je crois que c'est tous les mois que ça sortait. En fait, Mad Magazine, où Terry Gilliam a commencé, ou Goscinny. Je crois qu'il a bossé un petit peu pour eux. J'ai découvert, pareil, quoi, dans ce magazine, un monsieur qui s'appelle Don Martin, qui dessinait ces personnages-là. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à les retrouver. Là. Déjà, retrouver le nom, ça a été dur, mais alors, donc le style de dessin est très bizarre, avec des mains très maniérées, des pieds toujours comme ça. Là, enfin bon, bref, toujours pareil, quoi. Tout ça, des dessins très simples et super expressifs, en fait, qui peut à la limite se passer de tout dialogue, quoi. Serveur qui arrive avec un gigot, hop, il le découpe et hop, il retire toutes les tranches et puis le mec il a plus de tête. Voilà. Autre personne, alors ça c'est pareil, c'est presque lui en fait qui m'a lancé dans le dessin, Monsieur Gottlieb, et les rubriques à braque, les Dingo Dossier, ça c'est Dingo Dossier, les Galurons évidemment, Hamster Jovial, bon il en a sorti qu'un mais bon ça a marqué toute mon adolescence. Et c'est en voyant son dessin, en fait, j'ai pas arrêté de le copier, lui. C'est fait qu'à un moment donné, en fait, je dessinais, ce qui me fascinait, c'était les mains, en fait. Là, à chaque fois, c'était un mélange un petit peu osseux, un petit peu réaliste, et voilà. Tu veux me dire quelque chose? Non, t'avais oublié Super Dupont aussi. Ah oui, Super Dupont. Enfin, il y en a tellement. Mais à chaque fois, c'est vrai que tous ces personnages-là, dans le cas de Sampé, évidemment, il y a eu le petit Nicolas, quoi, mais à chaque fois, il y a une galerie de personnages, en fait, qui ressort. Et pourquoi est-ce que ça marque autant les gens? Enfin, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est une définition de personnalité en fait qui fait qu'un personnage est attachant, quoi. Et ce personnage est attachant parce que il est lié également à un certain type de graphisme qui fait que la magie prend entre les mots et la personnalité et le dessin. Donc c'est un mélange des trois en fait qui est presque magique et qui est pas évident à trouver, quoi. Évidemment Franquin avec les idées noires, ça c'était plutôt sur la fin, quoi, mais bon, tous ces dessins là et là pour moi c'était le maître ultime, quoi. Là je vous ai mis juste quelques exemples en fait, hein, mais c'est vrai qu'il a un trait, un dynamisme dans le dessin, en fait, sent le mouvement. Bah exactement, quoi. Et justement, enfin, je suis désolé, je vais casser un petit peu, quoi, mais quand je vois ça et puis quand je vois ce que c'est devenu derrière, je me dis que j'ai un peu mal, quoi. Et surtout ça, il y a un côté hyper graphique dedans. Déjà, l'idée est très très forte. Le fait de voir des bouquins partout, un mec dormir là-dedans qui se fait un petit nid. Je sais plus comment il s'appelle, le troisième personnage là, qui a tout à gauche là, qui lui aussi commence à sombrer dans une certaine forme de oh, putain, c'est génial cet endroit. Et puis quand je vois ce que c'est devenu, ça fait quand même un petit peu mal, quoi. Après, j'ai pas vu le film, donc je fais partie de ces gens qui critiquent sans avoir vu, mais juste à un niveau purement graphique, je me dis que il fallait peut-être pas le faire, mais il fallait surtout pas le faire comme ça, quoi. C'est juste en passant, hein, comme ça, parce que c'est juste pour montrer que je suis pas juste gentil. Et après, juste une dernière personne, en fait, qui a marqué les dernières années de ma vie. C'est un monsieur qui s'appelle Gary Larson, qui a fait toute une série. C'était un cartooniste pour
je sais plus quel journal, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais bon, en tout cas, c'était une case tous les jours et qui a sorti des trucs mais complètement surréalistes, des dessins sans parole, quoi. Il y a toute une série. Alors c'est très fatigant à lire parce que à chaque fois c'est une case et à chaque fois c'est un univers mais alors tellement surréaliste qu'à la fin au bout de 30 pages, vous avez l'impression que c'est vrai. C'est très bizarre comme sensation, quoi. Ça, c'est mon dessin préféré. Voilà. Et puis, quand même, il faut que j'en parle juste un tout petit peu, hein, parce que c'est vraiment marotte, parce que là, en fait, l'informatique et moi, en fait, ça a été, enfin, j'ai toujours été un geek, mon père aussi avant moi, et il a toujours eu le premier ordinateur à la maison, le premier ordinateur portable, le premier machin, le premier truc, et je suis devenu complètement obsédé par ça, et je traînais dans les salles d'arcade, comme il y avait à l'époque. Et je regardais ça et c'est plus ou moins lié à ce que je fais aujourd'hui dans le sens où j'étais fasciné par la simplicité, toujours pareil, quoi, la simplicité de l'évocation de. Je vais juste laisser jouer ça là derrière pendant que je parle, mais avec juste 2 images en fait. Ils réussissent à donner un petit caractère à la chose. Au-delà du jeu lui-même, juste le fait d'avoir un petit cycle de 2 images et de rendre ce personnage vivant, et en plus de ça, avec cette capacité d'interaction avec ce personnage, le fait de pouvoir le faire bouger, enfin, pour moi jeune, en fait, ça me donnait. Bon, ça c'est pour moi parce que c'était mon jeu quand j'étais petit. Là. Voilà, bref, Galaga. Bref. Alors, je vais juste vous montrer, c'est pareil, je vais parler un petit peu dessus. Pareil, quoi, dans mes années de quand j'étais petit, en fait, il y avait une émission à la télé qui s'appelait Les Histoires sans parole et qui passait que des films muets, en gros, quoi. Et exactement. J'ai failli le récupérer, puis je me suis dit que non. Et alors, je parlerai de Chaplin tout à l'heure, quoi, mais juste Buster Keaton, j'ai trouvé ça sur le net, en fait, toutes ces cascades, donc sans effets spéciaux aucun, quoi. Et il réalisait toutes ces cascades. Exactement, quoi. Et que quand je vois ça aujourd'hui, je me dis sans 3D, sans effets spéciaux, sans rien, quoi. C'était lui. Et presque, enfin l'équivalent, c'est presque Jackie Chan. Et quand je vois ça aujourd'hui, en fait, et quand je vois ce que je vais vous montrer derrière, je vois des similitudes, mais enfin, c'est Tex Avery, en fait. Je vais vous montrer un épisode entier là, d'un de mes préférés, où je me dis que finalement, Tex Avery, c'est juste une extension de ça, et Tex Avery, pour moi, c'est la base de tout. Une petite anecdote un peu minable, mais quand j'étais étudiant à la fac, je faisais du babysitting entre bosser chez McDo et babysitting, puis être veilleur de nuit dans un hôtel, en fait. Et donc, ils avaient un magnétoscope à l'époque et ils avaient plein de genre des vieux Tex Avery, justement, qu'ils enregistraient au cinéma de minuit, enfin, genre les premiers de l'an à l'époque, quand on était jeunes. C'était au moment de Noël qu'ils sont passés aussi. Et à côté de ça, il y avait plein de courts-métrages de Disney. Et alors, régulièrement, alors j'ai fait toute ma culture comme ça, en fait, parce que j'ai rattrapé mon retard un petit peu à cette époque-là. Et quand je voyais les Tex Avery, quand je voyais les Disney d'époque, je me disais, putain, c'est pas possible que. Comment est-ce qu'on peut aimer Disney en voyant Tex Avery, quoi. Et je voyais les gamins, en fait, ils allaient pas du tout, quand ils se pointaient avec la cassette, en fait, c'était pas du tout les Disney, ils se pointaient avec les Tex Avery, parce qu'il y avait une forme d'humour, une forme de violence, finalement, physique, enfin, une espèce de comique visuel et de physique qui avait pas chez les Disney, quoi. Et la base de tout ça, en fait, c'est en grande partie ce monsieur qui malheureusement, a sombré dans l'alcoolisme, et heureusement qu'il y avait Chaplin qui était là pour lui donner du travail, quoi, un petit peu, quoi. Bref. Et donc maintenant, juste comme ça, là, parce que j'aime bien, on va se regarder juste un petit Tex Avery, là, et je crois que c'est une des premières fois où Droopy apparaît. Poirot. Donc voilà. C'est toujours un bonheur. Je pourrais passer des heures là. Celui-là, il est super parce qu'il y a vraiment tous les codes que tu retrouves dans pratiquement tous les Tex Avery. Puis ce que j'aime, c'est quand il arrive au cinéma, c'est que tu as le dessin animé dans le dessin animé. Ouais, c'est le mise film en abîme. Ouais. C'est pas vraiment Tex Avery qui m'a donné envie de faire ce que je fais, quoi. Mais
ça a contribué un petit peu quand même. Et après, je me rappelle avoir vu à peu près tous les Disney comme tout le monde, étant petit, etc. Et quand je crois que c'était dans les années 80, j'aurais dû trouver la date exacte, mais bon, bref. Et on a vu débarquer sur les écrans en fait un film qui s'appelait le Brisby et le secret de Nîmes, et où là c'était pour moi c'était une grande baffe, quoi, parce que pour moi c'était mieux que Disney dans le sens techniquement, au niveau des histoires c'était beaucoup plus adulte. Alors ça correspondait à mon adolescence, donc c'était quelque chose de plus sombre et donc quelque chose qui me correspondait plus. Et bizarrement, c'est la première fois que je voyais un dessin animé avec un doublage pareil. Alors, dans ce film-là, le corbeau est doublé par Jacques Balutin. Donc, je suis désolé, hein, je parle aux vieux là. Et donc, c'était quelqu'un qui avait l'habitude. Starkey. Ah bah oui, c'est lui, ouais, exact. Et donc c'est lui qui donnait sa voix française en fait à ce personnage, et je trouvais ça absolument génial. Donc je suis désolé pour l'extrait un peu crado. Vous pouvez laisser la lumière, hein, juste jouer le son. Excusez-moi, cher Valin. Jérémy. On me pourchasse. Et pourquoi? Il y a une espèce de cinglé avec des grandes dents qui me traque. Elle m'a d'abord attaché et après... Oh, et bien dites donc, chouette bijou. Quoi? C'est nouveau, dites, ce bijou, quelle classe. Oh. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était un premier long métrage qui n'était pas un Disney, et que à cette époque-là, on n'avait pas trop l'habitude, on voyait pas encore les dessins animés japonais, et que d'un seul coup, on s'est aperçu, tiens, il y a déjà d'autres personnes qui peuvent faire du long métrage en animation autre que Disney. Ouais, il y a une vraie alternative, quoi. Alors après, par la suite, ce qu'il a fait, pour moi, c'était un peu moins bien, quoi. Bien que à une époque, quand j'ai commencé à travailler, en fait, il s'est relancé commercialement avec un film qui s'appelait Anastasia, et qui a lancé la grande mode où tous les studios devaient d'avoir un studio d'animation, et je pense que c'est là où Spielberg, justement, avec Amblin, ont commencé à faire des films d'animation aussi, quoi. Mais la bulle, évidemment, a éclaté quelques années plus tard, et ce qui fait qu'ils ont, après avoir quadruplé les salaires de tous les animateurs pour éviter qu'ils se barrent chez les uns et les autres, en fait, ils les ont tous virés après. Ouais. Ah, quelle époque. Ça n'arrivera plus aujourd'hui. Et donc le même monsieur, donc en voyant le film, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, qui est ce monsieur et tout ça. Donc j'ai appris qu'il bossait chez Disney avant, qu'il était un rebelle, et il s'est mis à faire des jeux vidéo, figurez-vous. Et alors c'est pas la peine pareil de mettre du son sur celui-là. Et c'était un des premiers jeux vidéo en fait sur Laserdisc. Donc pareil, qui était en salle d'arcade, et les seules possibilités, donc il a dessiné je sais pas combien d'alternatives pour chaque plan, parce que là je vous montre toutes les morts qu'il a eu qu'il a dû prévoir en fait pour chaque épreuve. Et c'est un jeu horrible parce que vous voyez des fois il y a des petits surlignages en fait qui arrivent, où c'est voilà, un petit flash d'image où il fallait appuyer sur le bouton à un certain temps donné, sinon vous mourriez, quoi. Mais donc il y avait pas aucune possibilité de vraiment guider le personnage, quoi. Mais il y avait juste des combinaisons à effectuer le plus rapidement possible à partir du moment où certains trucs se mettaient à flasher à l'écran. Je connaissais pas ce jeu, et c'est vrai que quand on voit les images, l'animation et même les décors aussi, c'est du long métrage. Ouais, c'est super beau. Ouais. Et donc là, ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'est un jeu, donc il était censé prévoir autant d'alternatives possibles que de morts éventuelles si jamais le joueur appuyait pas au bon moment sur certains trucs, quoi. Et il en a fait un autre derrière qui s'appelait Space Ace, sur le même principe. Mais c'était un jeu, enfin, moi j'y ai jamais joué parce que vu que c'était vraiment du par cœur et un sens du timing à apprendre, donc en général j'étais derrière les gens qui étaient super bons. Tu regardais les images. Et je regardais les images, ouais. Donc bref, donc tout ça m'a profondément marqué. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? Et moi, justement, j'étais à la recherche de l'amour et tout ça, quoi. Donc je dessinais mes petits trucs dans mon coin. Ça, c'était avant les Gobelins, où j'étais encore en train de me chercher. Je me disais, mais attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc je dessinais à chaque fois que je tombais amoureux, je dessinais un truc. Voilà, par exemple.
Et donc je dessinais des trucs comme ça c'était pour Noël. Je m'étais dit tiens, je vais faire un dessin par jour, comme ça peut-être éventuellement un jour je deviendrai un peu moins nul en dessin, quoi. Et donc ça donnait ça, quoi. Donc inspiration Gottlieb / Disney / mon incapacité à dessiner et à chercher des raccourcis. Et mais encore une fois en essayant de raconter une histoire simplement en une case, quoi. Je termine pas par le meilleur, là, je suis désolé, c'est pas de bon goût. Donc ensuite je suis allé au Gobelin, et alors là je vous montrais 3-4 courts-métrages en fait que j'ai vus de mon temps là-bas, en fait, qui font toujours plaisir à voir, je trouve, quoi. Mais bon, là, après ça se trouve c'est que moi, je les ai trouvés qu'en version originale, donc à chaque fois c'est en anglais, je suis désolé. Le premier c'est un monsieur qui s'appelle Nick Park, je sais pas si vous dit quelque chose. Ça doit être un de ses premiers courts-métrages, en fait. Celui-là s'appelle Creature Comfort. Et en gros, c'est un petit exercice de style. En fait, il a interviewé plein de gens dans la rue, chez eux, etc., sur des sujets divers et variés. Il a monté un petit film. Il a complètement détourné, en fait, les propos des gens pour les coller, en fait, sur des animaux dans un zoo. C'est ce qui l'a rendu célèbre, en fait. Ouais. C'est tellement génial, ça n'a pas pris une ride. En plus, je trouve que l'exercice de style, de détourner la voix quand on le sait, je trouve ça génial. Après la technique, je crois que c'est marrant parce que je suis allé, ils m'ont demandé de faire une conférence là-bas, et quand j'y suis allé, j'ai eu la chance de pouvoir tout visiter. En fait, ils font plus rien en plasticine. Enfin, ils font les bouches, mais après tout le reste, en fait, c'est des moulages de pâte à modeler pour que ça ressemble à de la pâte à modeler, mais c'est plus de la pâte à modeler, c'est du latex. Donc il y a plus cet aspect un peu vibrant, en fait, de la. Alors c'est sûr, là maintenant ils peuvent pondre un peu plus de métrage qu'avant, quoi, mais je crois que ça a perdu un petit truc, quoi. Et puis ça leur permet techniquement aussi, c'est que maintenant, comme les matières ne bougent plus, c'est de pouvoir sur des plans larges ou des choses comme ça utiliser beaucoup plus la 3D, toi de mixer les deux, ouais, sans que t'aies vraiment une différence graphique, quoi. Ouais. Mais bon, c'est la belle époque. Après, il y a autre chose que je voulais vous montrer. Alors, je sais pas si tu connais, monsieur qui s'appelle Richard Williams, qui est surtout connu, je sais pas si c'est du grand public, mais qui est connu parce qu'il était directeur d'animation sur Roger Rabbit. Et ce monsieur, il a passé genre 20 ans à faire un film qui s'appelle The Thief and the Cobbler, le voleur et le cordonnier. Tout ça pour que 20 ans plus tard, il se fasse virer les droits. Enfin bon, il s'est fait récupérer le film, ça a été fini ailleurs. Et ça a été une catastrophe. Ils ont rajouté des morceaux chantés dedans alors que c'était prévu comme étant presque muet. Et je crois qu'il y a 2 ans à Annecy, par contre, il a pu remonter quelque chose, remonter en fait à sa sauce, quoi, que j'ai pas eu la chance de voir, mais bon. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est donc cette personne a travaillé hyper longtemps sur ce projet-là avec je crois qu'il y a plusieurs générations d'animateurs traditionnels, en fait, qui ont travaillé dessus. Ouais, dès qu'il avait un petit peu d'argent, il continuait son film, quoi. Donc, et comme il voulait une très très grosse qualité en termes d'animation, ça coûtait évidemment cher, quoi. Parce que là, enfin, dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est pas l'espèce de grosse bataille finale là, où ça fuse de partout, où là c'est un feu d'artifice technique. Là, c'est plus un petit passage, en fait, où il y a le voleur, en fait, qui essaye de sortir du palais, et il se fait poursuivre par le cordonnier. Enfin bon, bref. Et le tout techniquement est quand même assez incroyable. Esthétiquement, en fait, c'est d'un goût, mais alors somptueux. Je sais pas si tu l'as vu en entier, mais le film est un petit peu lourd, quoi, parce que justement techniquement, on voit que son intérêt était technique avant peut-être d'être narratif. Et donc techniquement, c'est ultra balèze. La direction artistique, elle est géniale. Mais par contre, le résultat final, c'est un petit peu dommage, quoi. Enfin, un petit peu dommage. C'est brillant, quoi, mais c'est vrai que sur 1h30, c'est un petit peu lourd à digérer des fois. Donc je vais vous montrer juste un petit extrait.
You've finished Yum Yum Shoe. You've done it very well. And now she has no need of you. Put you in a cell. Quand j'envoie le truc là, avec tous les décors qui bougent dans tous les sens, tout ça c'est dessiné. C'est même pas, il y a pas, il y a pas de mouvement de caméra 3D, il y a rien du tout. Rien du tout. Donc tout ça c'est fait à la main avec. Et j'ai discuté. Dans la vie, on croise des gens comme ça, et puis des gens de notre génération, en fait, qui ont fait de la 2D. On s'aperçoit que parmi les meilleurs, en fait, certains ont travaillé sur ce film et sont sortis de l'expérience en disant mais plus jamais je bosse pour ce mec, c'est un fou. Parce que des fois, il était tellement pris par l'idée de finir son film avec cette qualité technique-là jusqu'à la fin, que qu'il repassait, il restait jusqu'à des heures pas possibles. En fait, il passait derrière les animateurs et il regardait ce qu'ils avaient fait. Et puis des fois, les animateurs ils revenaient le matin et puis ils retrouvaient leur plan à la poubelle. Et... Génial. Après, ça n'empêche pas. Le monsieur, il est super intéressant parce qu'il donnait des cours magistraux comme ça sur l'animation et sur ce qu'il avait fait et tout ça. C'est génial. Hein. Il est super drôle, super dynamique, mais apparemment, il fallait pas bosser pour lui, quoi. Donc, c'est un peu comme moi. Je conseille pas de travailler pour moi. Oui, je montre quand même un petit knick-knack. Non, ça vous dit? Ouais. Alors non. Juste pour la petite histoire, à cette époque-là, on allait tous les ans. Moi, je commençais à faire un peu d'images de synthèse aussi, et tous les ans, il y avait la grande messe à Monaco qui s'appelait Imagina, et il nous diffusait tout ce qui avait été fait en 3D à l'époque. Donc il y avait beaucoup d'images qui venaient des États-Unis, et donc il y avait des développeurs qui arrivaient en montrant ce qu'ils arrivaient à faire avec de l'eau, par exemple, enfin qui ressemblait plutôt à l'époque à de l'huile. Il y avait tout un tas de films un peu d'auteur, des premiers. En fait, grosso modo, les premières personnes qui faisaient des films en 3D, c'était plutôt des développeurs, quoi. C'était pas forcément des scénaristes, réalisateurs, animateurs, etc. Et il y avait juste ce mec, Lasseter, là, qui commençait à nous montrer tous les ans. Il y avait un petit truc. Donc il y avait le Luxo Junior, donc le petit sketch avec sa lampe, etc. Et c'était tout le temps avec des objets animés, mais qui commençaient à être super bien animés. Et Knick Knack, là, je me souviens, on était avec tout un tas de copains à cette projection, et on est vraiment ressorti de là-dedans complètement enthousiaste, parce que c'est la première fois qu'on voyait un cartoon en 3D avec une vraie histoire, des vrais personnages, des gags. Enfin, ouais, c'était vraiment le premier cartoon en 3D pour moi que j'ai vu, et d'un seul coup on s'est dit ouais, on peut raconter des histoires. Enfin, on va faire des trucs. Et pour moi, c'était une espèce c'est la première fois que je voyais quelque chose, je me disais mais ça se trouve c'est ça qui va me sauver. Parce que je me rendais compte de mes lacunes en dessin par rapport à tout ce qui était demandé dans le style Disney, Don Bluth, etc. Et je sens que j'étais pas à ma place, en fait. J'avais envie d'animer, mais je me heurtais en fait au dessin. Et quand j'ai vu ce film d'animation, quoi, parce qu'il n'y a pas de, enfin, c'est génial pour moi, après pour les autres je sais pas, mais en tout cas pour moi ça me permettait, j'y voyais le moyen en fait de pouvoir animer sans obligatoirement passer par le dessin, quoi. Et donc je trouvais ça très bien. Allez, on se le regarde.
Et en plus, ça, la musique est géniale. Ouais, puis je trouve que c'était osé de laisser tout le temps la musique tout le long du court-métrage avec les bruitages, et l'un n'empiète pas sur l'autre. Je trouve que ça marche vachement bien. Non, puis c'est malin, parce qu'ils avaient des restrictions techniques, évidemment, à l'époque, quoi. Et là, le fait de faire des petits jouets avec des membres qui se rentrent les uns dans les autres, en fait, c'était parfait, quoi. Le seul truc, en fait, qui m'a fait poser des questions, j'ai fait une petite recherche, parce que vous allez penser des choses bizarres de moi, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je me rappelle pas de cette version, et puis après, je suis tombé sur une image, en fait, et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ouais. Parce qu'en fait, ouais, ça a été retouché. Ils l'ont réédité, et en passant, comme ça, hop, ils ont fait des choses. Ah là là, vraiment. Ces Américains. Ouais. Alors, celui-là, je suis désolé, je vais vous le montrer. La copie, elle est super mauvaise. Eric Darnell, c'était un animateur qui travaillait chez PDI à l'époque, et ça, c'était un de ses premiers films. En fait, après, il a fait plein d'autres trucs géniaux. Géniaux, pardon. Je commence à fatiguer là. Et il a fait un petit court-métrage chez PDI qui s'appelait Gas Planet. Et quand j'ai vu le rendu, je me suis dit, ah la vache, c'est vachement bien, parce que ça autant à l'époque ils essayaient d'être photoréalistes, mais les machines ne permettaient pas. Donc et lui, en fait, il a pris carrément la tangente en se disant, bah de toute façon, le photoréalisme, on n'y arrivera pas, ou c'est pas encore d'actualité. Donc je vais faire un truc complètement autre. Et voilà ce qu'il a fait.
désolé. Bon, grande histoire, oui, vachement bien, c'est très raffiné. Tout ça ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et je me souviens, il nous avait vachement éclaté quand on avait vu parce que c'est 3 mêmes personnages, décor minimaliste et j'adore aussi le travail du son quand ils avalent et tout. C'est vraiment. Mais bien c'est marrant foutu. parce qu'on arrive à déterminer aussi les personnalités de chaque bestiole. Juste avec les yeux. Juste avec les yeux, ouais. Et puis j'ai l'impression que chacun peut comprendre une histoire différente. Ouais, moi, j'ai vu la mort d'un enfant et voilà, tout ça. C'est là où j'ai fait mon premier petit court-métrage. Donc, je travaillais chez Ex Machina et j'avais préparé ce petit truc-là à la maison, mais bon, tout seul, c'est un peu dur de trouver la motivation des fois, surtout quand vous travaillez des heures pas possibles, comme on le faisait à une époque, quoi. Mes journées, c'était du 9h, 1h du matin. Sauf qu'un jour, en fait, il y a quelqu'un un des patrons d'Exma qui est venu me voir et me disant, voilà, il y a cette jeune demoiselle qui vient juste de commencer, est-ce que tu pourrais la former en animation? T'as une semaine. Une semaine, j'avais passé quand même 3 ans au Gobelin avant, tout ça. Donc une semaine, ça va, ouais. Et donc, plutôt que de lui filer plein d'exercices et tout ça, je lui ai dit, bah voilà, j'ai cette petite idée, là, j'ai tout mis en place, j'ai tout modélisé comme un gros dégoûtant, mais par contre, j'ai trouvé un espèce de rendu qui planque un petit peu la misère. Est-ce que ça te dirait de m'aider à le faire, quoi? Et donc, on avait une semaine, et donc on a fait ce truc-là, et c'est cette chose, en fait, qui a fait que j'ai commencé ma carrière, en fait, en tant que réalisateur. Donc tout ça... Oh. Ah oui, tiens, j'avais oublié. C'est juste pour montrer qu'il était encore vivant à la fin. Donc bizarrement, c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui devant vous. C'est un peu la honte quand même, hein. Ça pique un peu les yeux techniquement et tout ça, mais j'étais jeune. Et par contre, après, ça a lancé. Alors, ça l'a pas lancé tout de suite, hein, parce que j'ai fait ça. Après, ça a été. Ex Machina a montré ce petit film-là dans les agences. Le deuxième film, en fait, a été montré à Imagina à l'époque, et dans une des agences, en fait, il y a un créatif qui avait l'idée d'utiliser de l'image de synthèse, en fait, mais autrement, en fait, pour faire un spot publicitaire de 30 secondes pour les pastilles Vichy, et il m'a demandé si on pouvait appliquer à peu près le même système, en fait, sur un script à eux, quoi. Et donc, on a découlé ma première pub, qui était donc les pastilles Vichy. Bon, ça dure 30 secondes, ça va aller vite. Je te trouve vraiment en forme en ce moment, John. C'est normal, Jack, je suce des pastilles Vichy, et ce ne sont pas que des bonbons rafraîchissants. Ah bon, John? Tiens, un troupeau, tu vas comprendre. Et oui, Jack, elles contiennent en plus des sels minéraux qui aident à la digestion. Ah bon, John. Et je peux en manger autant que je veux, John? Mais oui, regarde, j'en prends une pour m'aider à digérer celle que je viens de manger. Ah, quel festin, John. On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack. Les pastilles Vichy rafraîchissent et aident à la digestion. Donc voilà. En parallèle de tout ça, en fait, donc j'ai dû faire à peu près une vingtaine de pubs dans ce style-là, quoi. Donc à la fin, j'en avais un peu marre, en fait, du rendu justement un peu peinturluré. J'y reviens là maintenant, hein, mais il m'aura fallu 30 ans presque. Et par contre, c'était à la grande époque de la DV.
Donc vous pouvez le truc était devenu portable, on pouvait le brancher sur ordinateur, tout était digitalisé tout de suite. Et je me suis mis à faire des petits tests comme ça tout seul dans mon coin, dans mon jardin, et à essayer de coller des choses dedans, genre par exemple un squelette. Et je dois voir un autre truc après derrière. Et puis j'avais fait des tests aussi avec toujours pareil quoi, savoir j'avais pas de logiciel de tracking, je savais pas comment ça marchait, donc tout ça c'était le soir en fait. C'était ma première pub chez MacGuff, donc pareil quoi, j'avais modélisé ça genre en 5 minutes et puis je m'étais dit bah tiens qu'est-ce que ça donnerait si j'incrustais ça. Et ces petits tests en fait, je les avais envoyés à un copain qui les envoyait à un autre, et puis ça a fait une espèce de truc complètement incontrôlable. C'est arrivé en agence de pub et c'est arrivé chez une agence de pub en fait qui m'a tout naturellement donné ce travail-là avec les oies à faire quoi. Donc on le montre quand même ou pas? Allez, 30 secondes. Bien sûr, 30 secondes. Ouais. Non, je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Il y a du suspense. Et qui c'est Dédé? Pas des dés, des dés. Comme au jeu de loi. Tu grattes des dés. Et pourquoi j'irais gratter Dédé? Pourquoi? Mais pour le suspense! 100 000 francs gagnés, tête de cochon! Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Oh là là. Il est où? Dédé! Pauvre bête. Jeu de loi, ça rend plume. Bien! Et après, à la suite de ça, en fait, on m'a filé, enfin, tous les trucs un peu composites, donc mettre des bestioles qui n'existent pas, en fait, dans de la prise de URL. Ça a été mon truc pendant des années, quoi. Donc j'ai dû faire pareil, une vingtaine de pubs pour la caisse d'épargne. Celle que je vais vous montrer, c'est ma préférée parce que techniquement, en fait, ça reste encore la meilleure, même. Enfin, aujourd'hui, à mes yeux, je vois encore les erreurs, mais moins celle-là que sur les autres. Quand il faut une voiture, c'est souvent pour tout de suite. Aujourd'hui, la Caisse d'épargne invente Easy Auto, un crédit et une assurance auto en un seul pack. Pack Easy Auto, une voiture tout de suite. Jusqu'au 15 juin, Easy Auto vous offre 10% de réduction sur votre première année d'assurance. Mais ça va pas. Le seul truc raté, à part la voix à la fin, c'était hors de mon contrôle, en fait, c'est l'écureuil, bizarrement. C'est le seul truc raté dans le truc là, mais je pense que et l'agence et le client en fait s'en foutaient complètement en fait des éléphants, de ce que je faisais avec les voitures et tout ça. Pour eux, le truc le plus important c'était l'écureuil et c'est là où en fait où ils nous ont fait faire des milliards de modifs. Je sais pas si t'as fait de la pub, mais en tout cas c'était un peu. Et, en tout cas ça donnait ce résultat là, donc qui est parfait comme vous voyez. C'est très bizarre. Et donc par la suite, alors j'ai dû faire en tout. J'ai pas compté, mais j'ai dû faire peut-être une soixantaine de pubs dans ma vie, dès que je monte, dès que je montre pas. Je vais vous montrer juste celle-là, parce que je crois qu'une des raisons pour laquelle, enfin pour ceux qui savent pas, en fait j'ai fait un film qui s'appelle Moi moche et méchant. Dans ce Moi moche et méchant, il y a des petites bestioles qui s'appellent des mignons, qui sont jaunes, des petites salopettes, je sais pas si vous dit quelque chose. Et ces bestioles-là ont ma voix à cause de cette pub-là. With Vis-a-Vis, you can email all your friends at once, by WAP phone or PC. Register at visavis.co.uk. Vis-a-Vis, pass it on. Voilà. Alors après, Pâté 5, je vais passer assez rapidement là-dessus en fait. Hein. Pas parce que c'est de la série télé, j'adore la série télé, Jean-Luc. Mais parce que il y a des choses qui arrivent comme ça dans la vie, c'est complètement le fruit du hasard. Vous rencontrez quelqu'un qui rencontre quelqu'un, c'est un peu j'imagine le propre du showbiz, quoi. Mais un jour à Annecy, justement, j'ai croisé quelqu'un à la sortie de l'Impérial et qui m'a reconnu. C'est la première fois de ma vie qu'on me reconnaissait à Annecy, et qui m'a dit c'est toi qui as réalisé Dédé, parce que c'est vachement bien et j'aimerais bien que tu réfléchisses à une série pour nous, TF1, blabla, tout ça. C'est une demoiselle qui s'appelait Karine Évrard, et
Et donc elle m'a vaguement pitché un truc genre il faudrait qu'il soit 2. Alors après des bestioles, pas des bestioles, enfin tu fais ce que tu veux et puis fais ce que tu veux et puis propose-nous un truc, mais par contre c'est dans une semaine parce qu'après après c'est foutu. D'accord, ok. Donc je me dis allons-y. Si on pitchait des trucs, donc j'étais tout jeune à l'époque, je savais pas comment présenter un dossier, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai présenté des petits dessins comme ça. Donc j'ai l'histoire d'un chien, allez, on va l'appeler Stanley, et puis c'est quoi le contraire d'un chien? C'est un gros truc, donc on va prendre un hippopotame, allez hop. Et puis on va se dire qu'ils sont tous les deux potes. Là, le gros hippo, il est un peu, il est jovial, il y en a un, et l'autre il est plutôt du genre intello, du genre un peu plus sage, et tout ça, et des fois ils jouent à des jeux intelligents, des fois ils jouent à des jeux très bêtes, et des fois ils se font des cadeaux, et des fois les cadeaux ils sont nuls, et des fois le chien il est pas content, et puis dans le bain il s'amuse à des jeux, etc. Enfin bon, bref, j'ai fait tout un dossier en fait avec une petite histoire comme ça, avec ces vignettes là. J'ai inventé un espèce de truc, mais a posteriori en fait quand j'ai dessiné les trucs, en fait c'est toujours pareil, quand je dessine c'est en fonction de mes faiblesses, en fait. J'arrive pas à dessiner en perspective, donc j'ai toujours tout plat, donc je me débrouille en fait pour pas faire l'eau par exemple, donc j'ai juste mis un reflet comme ça mais sur fond blanc, et a priori ça a plu quoi, donc voilà. Et donc ils nous ont demandé, on était 2 au final, ils nous ont demandé de faire un test, et quand j'avais un test officiel, et puis j'avais commencé en fait à modéliser la bestiole pour moi, et j'avais commencé à l'animer je me suis dit tiens, ça va me faire un petit exercice d'anime, donc je vais commencer à l'animer en fait, et puis j'avais pris le Lion est mort ce soir, et donc au final on avait 2 tests à présenter à TF1, et c'est nous qui avons été pris parce que notre truc c'était les premiers. YouTube venait juste d'apparaître, et puis de machin, et puis notre truc est devenu viral, je sais même pas qui l'a envoyé, enfin bon bref, et donc ça a donné ça. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je vais vous parler de moi encore. Donc j'ai fait tout ça, hein, je faisais la série, je faisais de la pub en parallèle et tout. Et un jour, il y a un Américain qui a déboulé. Moi, j'étais pas là en fait, je devais être en tournage en fait pour une pub de la Caisse d'Épargne certainement. Un ancien producteur en fait de la Fox, qui avait produit le premier Âge de glace, qui avait produit le film des Simpsons, qui a déboulé comme ça, qui était en Angleterre. En Angleterre, apparemment, ça je l'ai su après, en fait, il a entendu parler de MacGuff et de moi, et il voulait voir ce qu'on faisait quoi dans la vie. Et donc il a franchi la Manche, il est allé voir le patron de MacGuff, un monsieur qui s'appelle Jack Blade, et qui lui a présenté tout ce qu'il faisait en animation en fait chez MacGuff, et tout ce qui se faisait en animation, c'était moi quoi. Donc ils ont présenté ma bande démo, et ils se sont dit très bien, on revient dans un mois quand Pierre revient. Et donc je suis revenu, on s'est rencontrés, il m'a présenté un projet, je crois que j'ai gardé, voilà. Et il m'a présenté un pitch qu'on lui avait vendu. En fait, c'est un monsieur qui s'appelle Sergio Pablos, qui travaillait, un ancien de chez Disney, qui lui avait vendu le concept. Je savais même pas que c'était possible. C'est-à-dire qu'il lui a vendu le concept, et puis après il y a plus touché quoi. Donc voilà. Et donc il a présenté ce concept à l'époque ça s'appelait Evil Me, et le concept étant que fait un méchant chez lui quand il travaille pas. C'est-à-dire imaginez-vous le méchant d'un James Bond, Blofeld quelqu'un qui travaille avec plein de gens qui travaillent pour lui, qui poussent des missiles au fond, etc. Qu'est-ce qu'il fait quand il rentre à la maison quoi? Est-ce qu'il se brosse les dents? Qu'est-ce qu'il mange quand il est chez lui? Quel type de chaussons il a? Est-ce qu'il a des problèmes avec des gens qui travaillent pour lui, qui poussent les missiles? Est-ce qu'ils sont syndiqués ces gens-là? Est-ce que lui-même reçoit des factures? Est-ce qu'il paye ses factures d'électricité, construire tous ces missiles? Donc le concept était plutôt rigolo quoi. Les dessins, je trouve ça, c'était pas très, je trouvais pas ça génial en fait. Je trouvais ça intéressant au niveau des idées, mais au niveau du dessin, j'avais un peu de mal quoi. Et donc encore une fois, que fait un vilain quand il fait la queue? Est-ce qu'il passe devant tout le monde? Et il y avait pas d'histoire surtout. Et le truc qu'ils m'ont pitché en fait, c'était voilà, c'est un méchant.
À un moment donné, il rencontre des petites filles. À un moment donné, en fait, ce qui pourrait être intéressant, en fait, c'est son interaction avec les petites filles, parce qu'il a peut-être besoin, pour un de ses plans diaboliques, en fait, des petites filles. Est-ce qu'il fait semblant de les adopter? Comment est-ce qu'il sait comment ça marche, les enfants? Est-ce qu'il serait pas à un moment donné obligé, en fait, de jouer leur jeu, en fait, pour pouvoir leur faire ce que son plan diabolique a prévu? Bref, les idées étaient très bonnes, mais j'aimais pas les dessins, et donc j'ai demandé à Éric Guillon, pareil quoi, un dessinateur, un illustrateur français génial qui correspond. Qui a commencé chez Fantôme. Exactement, ouais. Et lui qui a fait les designs des fables géométriques. Ouais. Il s'est amélioré depuis. Il avait le droit de dessiner autre chose que des cubes et des triangles. Là, il a travaillé sur Insectors aussi, donc et donc Et donc c'est un monsieur qui correspondait, enfin avec qui je travaille encore aujourd'hui, et qui est justement capable de raconter des histoires avec juste une case, quoi. Et quand je lui ai pitché l'idée de Moi moche et méchant, en fait, je lui ai dit de toute façon oublie le méchant que Sergio a dessiné. Imagine-toi autre chose, imagine-toi, je sais pas, un méchant sur un croque-mort, et donc il a commencé avec son style un peu à la Ronald Searle, là, pour le coup, à dessiner ce qu'il imaginait être ce méchant, quoi. Et là, vous pouvez voir sur la gauche, en fait, les premiers mignons. C'est des petits travailleurs, bien français, la clope au bec, le t-shirt, la petite salopette et tout ça, quoi. Et donc, il a commencé à dessiner avec ce style génial qu'il a. C'est là un peu sombre. Qu'est-ce qui ce méchant chez lui, c'est quoi la déco? Est-ce qu'il a des problèmes avec sa mère? Est-ce que sa mère sait qu'il est méchant? Est-ce que c'est quoi sa cuisine? Enfin bon, bref, là vous pouvez voir les différentes têtes qu'il a eues. En tout cas, le style qu'on n'a jamais réussi à répliquer en fait en 3D. C'est bien dommage d'ailleurs. Cette espèce de truc un peu tremblotant, un peu de travers, un peu. On essaye, on continue d'essayer, mais on n'y arrive pas. Ce qui fait plaisir, c'est que les autres non plus, ils n'y arrivent pas. Donc ça nous rassure quelque part. Et donc à un moment donné, c'est toujours pareil, quoi. Eric dessine toujours avec une idée en tête, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers? Est-ce qu'à un moment donné, il doit pas aller à la banque en fait pour demander des sous? Et donc et est-ce que ce méchant, il a des sbires, et ces sbires, est-ce qu'ils sont humains? Est-ce qu'ils sont est-ce que c'est des créatures? Est-ce que en construisant son antre, est-ce qu'il a creusé trop profond? Est-ce qu'il n'est pas tombé sur ces bestioles-là? On ne le saura jamais. Ah bah si, d'ailleurs, on le sait. Enfin bon, bref. Et quelle tête il a, et quel style en fait ces équipements ont. Et donc bref, il a fait tous ces dessins-là, et on a collaboré ensemble, et c'était génial. Et le film a eu un certain succès, et bref. Et les dessins, tous les premiers recherches sont vraiment superbes. Ouais, et malheureusement, en fait, il a perdu. Et là, je vais en arriver au côté un peu critique de cette réunion. Là, il me reste 20 minutes. Il m'aurait fallu 1 heure là. Ça, j'aurais pu casser du sucre sur le dos des producteurs américains. Mais j'en cassais quand même un petit peu, mais moins que prévu. Donc on a à l'époque, en fait, déjà, ça aurait dû me mettre un petit peu la puce à l'oreille, c'est que je pensais que les Américains étaient plus professionnels, c'est pas le mot, mais un peu plus rigoureux que nous. C'est-à-dire que je pensais que ils allaient pas commencer un film sans avoir déjà un scénario béton, sans avoir ensuite un storyboard béton, les hoods béton, etc., etc. En fait, ils travaillent pas du tout comme ça. Le premier script que j'ai lu, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est nul. Par contre, j'aime bien le concept, mais il y a pas d'histoire, quoi. Et il m'a dit, le producteur, il y a pas de souci. De toute façon, le script, on le retravaille jusqu'à 3 mois avant la fin. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais bon, bref. Et donc, on a commencé le film sur les 3 séquences qui potentiellement allaient rester dans le film. Mais c'était pas grave si on les refaisait. Donc, on a commencé le film comme ça, sur ces 3 séquences-là. Et le film, on l'a découvert au fur et à mesure qu'on le faisait, quoi. Au fur et à mesure, on montrait des séquences storyboardées. Au fur et à mesure, ils disaient, ah non, attendez, on va demander aux scénaristes, en fait, d'écrire autre chose. Ils écrivaient autre chose qui était pas franchement terrible. Et nous, on disait, bon, attends, on a peut-être une idée, on va essayer au niveau du board, en fait, si on a, sur la même trame, sur le même canevas, c'est-à-dire avec le même point d'entrée et de sortie de la scène, est-ce qu'on peut raconter autre chose? Et donc, c'est comme ça qu'ils travaillent. Mais je vais vous en dire un peu plus après. Et donc, le succès du 1 a forcément entraîné
Le 2 est pareil, quoi. Celui-là, d'autant plus que le premier, en fait, peut-être plus que le premier, a été principalement guidé par tout ce que Éric Guillon a fait. Quand Chris Meledandri nous a pitché l'histoire du deuxième, autant le premier film, c'était l'histoire d'un méchant qui devenait gentil au contact de 3 petites filles et que finalement, à la fin, il était plus méchant, quoi. Le deuxième, ce méchant-là, qui n'était plus méchant, devait trouver l'amour à la fin. C'est-à-dire que moi, on m'a pitché le film, à la fin, il y a un mariage. Et alors, ça m'a pas donné forcément envie de le faire, quoi, parce que là, c'était quand on était carrément dans le cliché. Et on a tout essayé jusqu'à la fin, en fait, pour éviter le mariage. Et puis ça s'est terminé par le mariage en utilisant les mignons une fois de plus. Je vais pas trop parler des mignons là aujourd'hui, sauf à la toute fin. Et donc Éric Guillon, toujours pareil, quoi, toujours tout seul dans son coin, ça a commencé à s'imaginer, et si cette fille travaillait pour l'agence du bien, mais et que l'agence du bien était complètement fauchée. Donc voilà, quoi, c'est l'agence du bien là, elle est toute seule à un bureau. Et au contraire, l'agence du mal, elle c'est les plus friqués et les plus cool. Et donc après, on a essayé d'imaginer une histoire en fait où Grou et Lucie donc devaient collaborer ensemble en fait pour trouver le grand méchant qui a provoqué un truc au départ. Le grand méchant, je ne sais pas pourquoi, en fait, tout le monde se l'est imaginé mexicain. Super moto. Et on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on va utiliser les mignons cette fois-ci, quoi? Parce qu'autant c'était des petites intermèdes en fait dans le premier, on s'est dit ce serait bien quand même pour le deuxième film en fait de les avoir un peu plus centrales dans l'histoire, et c'est pour ça que le méchant, donc El Macho dans le film, on l'a fait voler les mignons de Grou pour les transformer en méchants, pour les transformer en sa propre armée à lui, aux méchants. Et design des méchants donc. Voilà. Et on savait que le film il devait se terminer par une gigantesque bataille avec de la confiture partout. Donc c'est très bizarre comme manière de procéder. C'est que en voyant ces dessins, le producteur a dit alors il en a fait des milliards en plus par rapport à ça, et c'est lui-même qui s'est fait son histoire dans sa tête. Il a dit on va mettre de la confiture au début parce qu'ils ont pas de thunes, donc en fait ils vont faire ils se sont recyclés en fait dans la fabrication de confiture, mais ils arrivent pas à en vendre parce qu'elle est dégueulasse. Donc et donc après on utilise ce subterfuge de la confiture du début du film en fait pour dire que tiens, ça se trouve ça peut être l'antidote contre le fait que El Macho ait transformé les mignons en mignons méchants. Peut-être que ça se trouve c'est tellement dégoûtant. Ça devient la potion magique. Exactement. Donc tout est fait au fur et à mesure. On découvre l'histoire, et il faut avoir le cœur très accroché en fait, parce que tout change de semaine en semaine. On reçoit des pages de script tous les jours, et c'est un petit peu tiens d'ailleurs hop, je vous en parlais un petit peu. Donc j'ai fait ça, c'est pas la première fois que je fais ça, donc allons-y. Donc ça c'est nous en gros, voilà. Là, on est super contents, on va commencer le projet. Hop, on reçoit le script, génial, ça va être super, parce qu'en général ils ont une manière de vous vendre la chose, dire vous allez voir cette fois-ci c'est génial, on a un script pour commencer. On n'a jamais vu un script pareil. Donc on lit la chose, on est légèrement dubitatif. Et puis après, on est un peu scandalisé, on dit c'est pas possible, c'est nul, on va leur dire que c'est nul. Et donc, pof, on se retrouve au téléphone, et avant qu'on puisse parler, hop, on dit non, mais c'est génial, non, si, on devrait le lancer comme ça. Et donc, pouf, on le lance comme ça, parce que quand même, quand quelqu'un, c'est parce que c'est pas n'importe qui est en face, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que quand il lit les scripts, j'ai pas l'impression qu'on lit la même chose, quoi. Ou alors moi j'imagine quelque chose, lui s'imagine autre chose, et après quand je mets sur dessin, storyboard, ce que je pense être ce que doit donner le script, c'est là où il me dit non, mais c'est pas ça du tout. Ah ouais, non, en fait non, c'est pas ça. Non, en fait ça marche pas du tout. Et donc ça donne ça, quoi. On fait les storyboards, donc des fois c'est des séquences entières, on le montre, et là bof. Mais c'est quasiment systématique, et c'est génial. C'est presque drôle à la fin. C'est pour ça que j'en ai fait presque un cours magistral. Donc à la fin, pendant toute la production, on est là à se dire putain, mais c'est pas possible, on lui avait dit non, ne te tue pas, Bob. Et donc on recommence ça. Donc tout ça dure à peu près 3 ans. Et arrive en fait ce qu'ils appellent un test screening. Donc il y en a 3 durant la production. Donc ils louent une salle où il y a 400-500 personnes en fait qui rentrent avec leurs enfants, comme s'ils allaient au cinéma, et qui remplissent des fiches à la fin. Et non seulement ils remplissent les fiches, mais en plus de ça,
le monsieur qui est l'hôte, garde à peu près une quarantaine de personnes à qui il va poser des questions, genre qu'est-ce que vous avez aimé dans le film, qu'est-ce que vous avez pas compris, qu'est-ce que vous avez détesté, enfin bref. Et donc et ça repart à l'écriture. Et donc après la preview, on est super énervé parce qu'évidemment, alors c'est pas mal quand même, parce que d'assister à une projection de son propre film dans la salle et puis de voir que qu'il y a des trucs qui marchent, mais qu'il y a aussi des trucs qui marchent pas, donc des trucs qui nous émarrent nous en fait, quand on voit que ça fait un beat, ouais d'accord, ok, on va essayer d'être plus drôle alors dans la vie en général. Et donc bon, ça redonne un coup de sang, mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant parce que le producteur est là aussi en fait pour capter cette même chose que vous dans la salle et pour interpréter également tout ce qui a été écrit et recensé et par les enfants, et après c'est classé, enfants, garçons, filles, père de famille, grand-mère, tout ça c'est un peu surréaliste quand on voit ça, et puis surtout à lire c'est insupportable quoi, parce que y a la moitié qui dit c'est génial, faut rien toucher, puis il y a l'autre moitié qui vous dit c'est nul à chier, c'est quoi ce truc. Donc au final vous savez pas trop quoi, à part le ressenti que vous avez dans la salle, en fait c'est vachement dur de trouver matière à travailler en fait avec les choses écrites, surtout qu'à partir du moment où vous demandez à des gens de critiquer, des fois on a des critiques de cinéma des futurs critiques de cinéma qui qui écrivent littéralement sur la feuille en entier. Ouais, alors là je changerais plutôt ça. Je trouve que l'arc du personnage principal en fait, qui recommence tout. Voilà, qui nous ressortent le coup des 3 actes. Faire attention à la fin du 2e acte. Il faut bien qu'on sente que tout le monde est déprimé et tout ça quoi, avant de repartir pour le 3e acte. C'est pas con. J'aurais pas déjà vu ça quelque part. Enfin, je dis ça, c'est très. Moi, je suis pour, mais c'est juste que des fois, à lire ça, c'est très démoralisant, quoi. Et je ferais pareil à leur place, si on me demandait. Donc, on fait tout ça pendant 3 ans, donc avec des hauts, des bas, des changements de scénaristes. Pour l'instant, pas de changement de réalisateur, donc tout va bien. Et on est super à la bourre. Et on est crevé. Et puis, avec un peu de chance, en fait, on vit pour le raconter après, quoi. Et donc tout ça, le premier film en fait a été, ça s'est presque passé un petit peu comme dans un rêve parce qu'on se connaissait pas, donc on avait une manière de se parler qui était quand même respectueuse, j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça quoi. On essayait de se découvrir, donc on était polis, on disait ouais mais tu penses pas que quand même ça pourrait être plus drôle. Ah ouais putain t'as raison, peut-être pas, ouais d'accord ouais t'as raison pas. Donc c'était assez et alors que là maintenant c'est beaucoup plus franc quoi, je lui dis que c'est nul, et il me dit bah non c'est bien, et puis au moins c'est clair, on sait ce qu'on doit faire quoi. Alors la raison pour laquelle je vais vous montrer ce petit extrait là, si on a 5 minutes, c'est parce que je me suis posé plein de questions dans notre manière de travailler en fait. À partir du moment où on lance, où le storyboard a été validé, on se retrouve dans une situation où quand moi j'aime pas ce qui a été présenté, quand moi j'aime pas le storyboard, et que par contre le storyboard a été présenté au producteur et qu'il a été validé par le producteur, je me retrouve dans cette espèce d'espace de liberté où je me dis bon ça se trouve je peux rattraper le coup, enfin je peux faire en sorte que ça me plaise et je peux essayer d'éviter de me taper la honte devant les animateurs à qui je vais devoir leur demander d'animer cette chose-là. Et donc c'est là où ça devient très pénible en fait pour les gens qui travaillent avec moi, c'est qu'à partir du moment où une séquence est validée, j'ai tous les animateurs qui viennent me voir en me disant mais c'est pas possible, ça n'a pas été validé ça, et je leur dis bah non on va faire autre chose. Et donc c'est tout un travail que je fais avec les animateurs pour justement enrichir tout ça quoi. Et quand c'est pas écrit, notamment sur le film Les Mignons, ça devient horriblement pénible parce que à chaque chose pas écrite, en fait, on est obligé de se dire, mais attends, mais il faut raconter quelque chose, c'est pas possible, il faut. Et donc c'est pour ça qu'au final, moi, je suis pas fan du film. Je l'aime bien parce que j'ai vécu l'enfer dessus, quoi. Mais je reconnais que c'est pas un bon film parce que il y a pas d'histoire, parce que ils ont changé de concept en cours de route. Ils se sont dit, il faut que les Mignons, et puis après ils se sont dit, bah non, c'est pas possible, on peut pas faire 1h30 sur les Mignons, donc il faut rajouter un personnage humain, et donc on colle un personnage humain, mais ça sent le rajout. Après, on se dit, bah tiens, on va avoir un personnage humain, vite, il faut trouver quelqu'un de sympa pour faire la voix. Oh, bah Sandra Bullock, allez hop. J'ai travaillé avec Sandra Bullock, mais elle est très sympa, mais c'était un peu l'enfer, quoi, parce que elle pensait que j'étais responsable pour tous les changements de script. Alors que
Alors ça donnait lieu en fait à une espèce de discussion à un moment donné où c'était surréaliste parce qu'elle avait tout enregistré déjà, qu'on enregistre une dizaine de fois pendant le cours des 3 ans de production. Et j'imagine le salaire de Sandra. Oui, alors ça va, je crois là. Je crois qu'elle en vit encore dessus là. Et à un moment donné, elle vient me voir, elle me dit mais c'est pas possible, là, pourquoi ça change là, c'était bien avant. Et là j'étais à me dire, je dis quoi, il y avait le producteur en train de textoter derrière au fond et je dis il y avait le scénariste à côté de moi, je dis ouais ça explique. Et donc lui, il commence à se lancer dans des excuses, tout ça pour éviter de citer le producteur qui était derrière et puis qui évitait de rentrer chez nous. Et puis il a commencé à balbutier. Moi j'ai commencé à vouloir l'aider, mais j'ai commencé à balbutier aussi. Et là il y a le producteur qui est rentré comme une fleur en disant qu'est-ce qui se passe, et c'est là où c'est énervé contre lui. Et puis après, il a une physionomie. Enfin, chercher son nom parce qu'il a une physionomie assez bonhomme. Il est très sympa et tout ça, quoi. Donc c'est pas du tout un tyran, mais il a une manière en fait de parler qui est assez soporifique. Et au bout de 5 minutes, vous dites c'est bon, ok, je te le fais ton truc là parce que. Et donc la raison pour laquelle je voulais vous montrer Chaplin, c'est que je suis tombé sur ce documentaire en fait c'était une nuit, je sais pas, je regardais Arte et puis je regardais Arte. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Je suis tombé sur Arte et je suis tombé sur un documentaire en fait sur Chaplin. Dans les années 80, ils ont retrouvé des vieux rushs de films de Chaplin et qui montraient sa méthode de travail. Et quand j'ai vu ça, je peux dire je fais pareil, hein. J'ai réalisé qu'en fait ils avaient une manière de bosser qui était un peu comme la nôtre, sauf que lui était maître d'œuvre de tout. C'est-à-dire qu'il travaillait sans script, il avait peut-être une idée au départ et après ils improvisaient. Il avait une petite troupe de comédiens interchangeables, c'est-à-dire que oui la fille tiens on va la mettre là, elle va être la cliente de machin et dans sa manière de travailler je me suis dit mais tiens ça se trouve, c'est ça la manière américaine de travailler. C'est-à-dire, vous avez un script qui vous sert de base, et après, en fait, c'est sur le tournage, où nous, pendant nos 3 ans de prod, en fait, qu'on essaye des trucs, simplement pour faire en sorte que l'histoire soit mieux. Enfin, dans l'espoir que l'histoire soit mieux. Et donc c'est ce qu'on a retrouvé un petit peu en France dans la nouvelle vague où ils essayaient des choses, où ils réécrivaient le soir des parties de dialogues, de choses comme ça. Ouais, ou sinon c'était aussi de l'improvisation, de dire tiens on va essayer ça et puis si ça marche, si ça prend, tiens on va réécrire comme ça exactement. Et donc il y avait cette espèce de liberté, sauf que là évidemment on a un producteur. Chaplin lui était son propre producteur. Donc ils ont retrouvé ces vieux rushs et ils les ont assemblés. C'est James Mason qui, je suis désolé, c'est pas traduit encore une fois, mais qui explique en fait juste sur un tout petit passage en fait d'un film qui s'appelle The Cure. Enfin, il va l'expliquer, qui explique sa méthode de travail. Chaplin was living at the Los Angeles Athletic Club when the idea of a comedy set in a health spa occurred to him. The film would become one of his most successful, The Cure, yet it proved an enormous struggle. He followed his usual method, working entirely without a script. He decided his health spa should be a prosperous place. Its focal point should be a drinking fountain with pure spa water. The man who found the well, played by Lyle Underwood, should be a physical wreck. So should his employees. Amidst all this tranquil suffering, what could Charlie do? His first appearance with Eric Campbell gives him plenty of scope for slapstick. But almost at once he finds himself slowing up. He next aims directly for the first joke. And the action quickens. Chaplin is signaling 2 reels of unmotivated anarchy in his very first scene. And that is more Max Sennett style than his. When he views this scene, he quickly spots its defects and knows at once he can do better. By setting it in the lobby, he can provide some reason for the gag. He can also change his costume so it shows up better. And with Eric Campbell as the victim,
there's more reason for Charlie's callous behavior and its results. Now Chaplin changes the man in the wheelchair to Albert Austin. The raised skirt is more diverting on the stairs. Otherwise, it's exactly the same. Chaplin is suffering from a creative block. He repeats the scene a dozen times without being able to improve it. But all the work with the wheelchair gives him a brainwave. Charlie on the side of authority, bringing order out of chaos, is inconsistent with his character. Chaplin brings on the manager to end the joke. He senses there's little future in the bellhop character. 77 slates in. The health spa is rebuilt. The drinking fountain becomes a medicinal well. And now there is a resident drunk. When Chaplin showed John Rand how to play the part, he must have recalled his own music hall career when he specialized in drunks. And he makes a dramatic decision to scrap everything and start again by simply reversing the roles. He's found the character and the costume. The only reminder of all he has discarded is the wheelchair. It is replaced by another mobile prop, the revolving door. Chaplin had a lot of trouble with inanimate objects. After a dozen takes, his cane accidentally jams in the door. But in the film, he uses the mishap. And the revolving door sparks off one of the most hilarious moments in the picture. This is not Eric Campbell, but a stuntman. Chaplin has told him to stay underwater for as long as he can, waving his legs. The signal for his rescue, his legs together. Among those who rush to pull him out is Eric Campbell. Je trouve ça génial, là, en plus d'avoir une voix aussi agréable que celle de James Mason, et expliquer en fait tout le processus en fait pour trouver déjà les circonstances, les conflits qui peuvent exister, d'interchanger les personnages, de faire en sorte que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. C'est génial ce documentaire. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à cette époque-là, Chaplin, il était immensément riche. Il était donc producteur, c'est lui qui produisait ses films, etc. Donc, tous les producteurs de films de cette époque, le cinéma était encore au balbutiement, mais ça marchait déjà, donc il gagnait énormément de pognon. Je sais plus, il devait avoir genre à 25 ans, il avait déjà sa boîte de production, une maison énorme, je sais pas combien de voitures, etc. Donc je pense qu'il pouvait, c'est toujours le même principe, je pense, de l'économie, c'est-à-dire que quand tu as du pognon pour recommencer plusieurs fois tes séquences pour chercher, etc., ben tu le fais. Et en France, comme t'as pas de pognon, ben tu fais avec les moyens du bord et tu recommences jamais. C'est vrai. Pardon, c'est vrai.
C'est un peu. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là parce que pour en avoir beaucoup discuté avec d'autres personnes aussi qui travaillent sur des productions américaines, etc. Et c'est vrai qu'il y a souvent ce truc où qui revient, ce leitmotiv presque qui revient tout le temps, c'est-à-dire que on est toujours obligé de recommencer. Enfin, c'est presque quelque chose de normal chez eux de recommencer. Mais on voit très bien que les échelles de budget sont complètement différentes et ils peuvent se permettre de recommencer plusieurs fois, vu que le film va rapporter des milliards de dollars à l'arrivée, alors qu'en France, on n'a pas du tout les mêmes budgets et on n'a pas du tout la même rapport, je dirais, une fois que le film est terminé. Ça, je crois que c'est vraiment la grosse différence. Nous, on essaye de tout le temps préparer énormément à l'avance, d'anticiper énormément. Et c'est vrai que de toute ma carrière de réalisateur, c'est toujours un arrache-cœur de retirer un plan, quoi. Et des fois, je le fais maintenant, je me force. Je sais que c'est bien de retirer certains plans parce que ça marche mieux, etc. Mais à chaque fois, je me dis merde, je mets du fric à la poubelle, quoi. Et c'est vraiment tout le temps un arrache-cœur. Alors que sur les longs métrages, t'as dû recommencer des milliards de fois des séquences, les foutre à la poubelle, etc. Et voilà, c'est vraiment ça, cette différence de travail qui vient, je pense, aussi beaucoup du dollar. Oui, mais c'est bien de le dire, ouais, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être un peu gâté là pour le coup là, parce que c'est vrai qu'on nous demande de refaire énormément, mais après, on nous pose pas de questions par rapport à. Enfin, on sait quel est le délai, quoi, mais je connais ma marge de manœuvre aussi pour savoir à quel point je peux abuser ou pas, quoi. Donc c'est ça qui fait la différence. Vu l'heure qu'il est, je pensais qu'on allait pouvoir avoir le temps de faire des petites questions-réponses, mais là, si on veut un petit peu discuter ensemble après cette rencontre, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc merci Pierre, et on peut l'applaudir, et merci à vous. Et donc, on se retrouve là-haut pour discuter et boire un verre.